Je pense que l'organisation monétaire internationale, telle qu'elle avait été définie à Bretton Woods, a été remise en cause en 1971-1973 à l'occasion de la décision de flottement des monnaies. Et il n'y a plus eu, depuis cette période, de réflexion effective sur ces questions monétaires internationales. Nous vivons depuis une quinzaine d'années avec un déficit des paiements courants des États-Unis d'Amérique et des excédents correspondants d'un certain nombre d'autres pays qui constituent des déséquilibres qui ne peuvent pas être soutenus sur la longue période. Ces déséquilibres sont favorables à la croissance économique mondiale et c'est pourquoi chacun aujourd'hui les accepte, mais force est de constater qu'il sera sur la longue période impossible de poursuivre dans une telle voie. Je crois que ces déséquilibres sont à l'origine des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Cette crise est une crise de mauvais crédit qui, comme les autres, trouve son origine dans une période de facilité monétaire qui a provoqué une bulle de prix d'actifs dans un secteur déterminé. La facilité monétaire, c'est celle qui existe aux États-Unis depuis maintenant le premier krach boursier de 1987, avec des corrections de temps en temps, mais globalement un excès de liquidité qui a comme conséquence des bulles. La bulle, elle est dans le secteur de l'immobilier. Elle a conduit en effet à une augmentation considérable des prix de l'immobilier. Et donc il s'est passé ce qui se passe généralement dans une telle période économique, c'est-à-dire que des crédits ont été distribués en trop grande quantité à des personnes dont il n'était pas sûr qu'elles pourraient les rembourser. Alors ces crédits, ce sont les subprimes, que les subprimes aient été accordés à des personnes dont on n'est pas sûr qu'elles pourraient les rembourser, se retrouve dans la définition du subprime. Un subprime, un crédit qui est accordé à une personne pour lequel soit il représente plus de 55% de ses revenus, soit il représente plus de 85% de la valeur de la maison qui est acquise. Donc, c'est par définition un crédit, si je puis dire, dangereux pour le prêteur. Alors, ces crédits dangereux pour les prêteurs, on en a distribué quand même beaucoup, puisque au total, on en a distribué 1200 milliards de dollars. Les crédits subprime avaient un taux de défaut de 2,5% à la fin de 2005. À la fin de 2006, c'était un taux de défaut de 13% et on s'attend à ce que ces crédits aient des taux de défaut croissants dans les prochaines années. Pourquoi ? Eh bien parce que les crédits ont été accordés dans des conditions de plus en plus aventureuses et cela conduit d'ailleurs les observateurs à les classer par vintage. Les crédits 2006 étant considérés comme moins dangereux que ceux qui ont été consentis en 2007, lesquels d'ailleurs sont classés par semestre, car le premier semestre a été plus dangereux que le deuxième. Cette crise a débouché sur une crise des marchés. Alors, la crise a débouché sur une crise du marché pour une raison simple, ces mauvais crédits, pour la plupart, n'ont pas été conservés dans des établissements bancaires, ils ont été titrisés pour être rachetés sur les marchés. Cette opération est une opération qui explique sans doute que de si mauvais crédits aient pu être distribués. D'ailleurs, ils ont été distribués pour la plus grande part par des établissements qui n'étaient pas bancaires et qui d'ailleurs n'étaient pas régulés. Countrywide, le plus grand distributeur de ces crédits aux États-Unis, n'est pas une banque. Il avait 20% de part de marché dans la distribution. Il a distribué ses crédits pour les titriser. Donc, le marché s'est retrouvé face à ces crédits. Et je dirais, les premières difficultés sont apparues pratiquement dès la mi-2006 en ce qui concerne les problèmes de remboursement de tels crédits.
Mais progressivement, le marché a pris conscience de ces difficultés. Il a pris conscience de ces difficultés d'une façon, alors là, beaucoup plus brutale, à partir de l'été. Face à cette nouvelle, les professionnels d'abord ont réagi d'une façon qui est la même que celle que quelques jours plus tard, les clients d'une banque anglaise, Northern Rock, ont eu face à l'annonce de la possibilité de faillite de cette banque. Les professionnels des marchés qui apportaient des capitaux sur les marchés ont pris leurs jambes à leur cou et sont partis. Première cause de la situation, nous sommes dans une situation dans laquelle on a distribué des crédits qu'on n'aurait pas dû distribuer. C'est un problème classique pour les banques et c'est un problème très important, c'est celui de la prise de risque dans le domaine du crédit. Il faut se rendre compte que dès lors qu'on a développé les marchés de l'argent, et on a eu raison de le faire, les établissements bancaires sont actifs sur les marchés de l'argent, et le mien en particulier, donc loin de moi l'idée de critiquer cela, qui a permis la croissance économique mondiale des dernières années, mais on a fait disparaître une réalité qui est que d'ordinaire, les financements, les crédits étaient accordés par des gens qui étudiaient les opérations cas par cas. C'était des banquiers, c'était leur métier, ils engageaient leur banque, ils faisaient régulièrement des erreurs dans ce domaine, je l'ai dit tout à l'heure, mais chaque crédit était analysé individuellement. Les marchés, c'est une autre chose. Celui qui prête, l'épargnant, est directement en face de l'emprunteur. Et donc, le crédit est fait premièrement dans des conditions qui ne sont pas aussi professionnelles, et deuxièmement, le risque est porté non plus par un intermédiaire bancaire, il est porté par un investisseur final. Qui a opéré fondamentalement des acteurs qui n'étaient pas des acteurs habilités à le faire, si je puis dire d'ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a là un défaut de régulation aux États-Unis. D'une part, les distributeurs de crédit n'étaient pas suivis par le régulateur bancaire, puisque ce n'étaient pas des banquiers. D'autre part, pour construire les produits de titrisation, sont intervenus ce que l'on a appelé des conduits et des SIV, qui sont des organismes qui n'étaient pas régulés par le régulateur bancaire et qui ont fait une opération qui est une opération bancaire traditionnelle, la transformation d'argent à court terme en crédit à long terme. Et donc, et enfin, ajouterais-je, il est apparu dans le courant de cette opération que ces crédits pouvaient avoir dans certains cas un rating élevé grâce à l'intervention d'organismes d'assurance crédit qui s'appellent les monolines, et que le niveau de fonds propres requis par les régulateurs pour ces assureurs afin qu'ils garantissent les crédits n'était pas du même ordre de grandeur que celui qu'on demande aux banques pour assurer, pour la bonne fin, des mêmes crédits. Et il y a donc là quelque chose qui suppose, qui est également une question de régulateur. Nous avons vécu une période très difficile en ce qui concerne la sphère financière. Il est très important que cette sphère financière retrouve la confiance de l'ensemble des opérateurs et de l'ensemble de l'économie. Cette confiance est nécessaire parce que l'économie ne peut pas vivre sans avoir à la fois une intermédiation bancaire et des marchés. Si la croissance économique a pu être aussi forte dans le monde au cours des 20 dernières années, c'est grâce au développement des marchés. Les marchés de l'argent sont indispensables à la prospérité du monde et au développement de la croissance économique. Il faut donc rétablir la confiance. Malheureusement, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se mérite.